Bienvenue à tout le monde sur cette première conférence sur les stratégies de transition écologique pour les sports et territoires de montagne. Alors en introduction, l'actualité du monde est notamment aujourd'hui à l'inquiétude générale sur le réchauffement climatique et plus globalement sur la prise de conscience environnementale. La planète brûle et l'écosystème mondial se dégrade à vitesse grand V. Des milliers de scientifiques du GIEC et des meilleurs laboratoires internationaux sont rejoints par les jeunes générations pour appeler à réagir d'urgence. Alors il serait difficilement compréhensible que les pratiquants des sports de pleine nature, qui sont à la fois des témoins privilégiés mais aussi des victimes de la dégradation de leurs divers terrains de jeu, préfèrent regarder ailleurs. Espace aussi grandiose que fragile, les territoires de montagne offrent à la fois des thermomètres particulièrement sensibles du réchauffement climatique et des vitrines spectaculaires des multiples bouleversements écologiques qui menacent progressivement la biodiversité, les ressources naturelles ou les paysages. Dans ce contexte, comment les divers acteurs des territoires et des pratiques de l'outdoor peuvent-ils s'inscrire dans une démarche de transition écologique efficace pour préserver la montagne de demain? C'est donc le thème dont on va discuter aujourd'hui, en compagnie donc de trois intervenants qui connaissent bien ces sujets-là. En premier lieu, donc Freddy Maignan, qui est président de l'association Mountain Wilderness France. Ensuite, Maël Besson, qui est responsable sport de l'association WWF France. Et enfin, Antoine Pin, qui est directeur des opérations de l'association Protect Our Winters France. Donc, en premier lieu, on va donner la parole à Freddy pour nous parler à la fois des impacts spécifiques des industries... pardon, désolé, je me suis trompé. Donc, Freddy, donc pour Mountain Wilderness France, va nous faire un tour d'horizon des impacts actuels et prévisibles des bouleversements écologiques et enfin nous présenter une réflexion stratégique globale de son association pour remédier ou prévenir ces différents problèmes. Non, rapidement sur réchauffement. Tout d'abord pour noter que j'ai senti... nous avons senti... C'est bon le micro là? Il va l'air un peu faible. Ah, micro. Ah merde. C'est bon, je fais ça. Oui, première remarque, c'est que dans le milieu montagne, on va dire, plus particulièrement le milieu que j'ai côtoyé beaucoup, le milieu haute montagne, il y a eu une évolution extrêmement rapide de la perception et du ressenti par les professionnels de ce qui se passe en montagne. Il y a encore quelques années, il y avait comme toutes les catégories de la population, les gens qui se sentaient inquiets, d'autres qui disaient de toute façon on l'a déjà vu, d'autres qui disaient oh, on s'adaptera, voilà, bon bref. Là très clairement, très clairement, ces 2, 3, 4 dernières années, il y a eu une accélération de la prise de conscience, d'accord, on s'adaptera, mais ce qui se passe est grave, quoi. Donc ça c'est important parce que c'est même un levier essentiel. Tant qu'il n'y a pas de prise de conscience, on reste à subir, quoi. Là on est plus en position d'agir, enfin éventuellement d'essayer d'agir sur ce qui se passe. Ce qui se passe, je vais vite parce que je crois qu'on est quand même bien au fait. Simplement pour dire une chose, c'est que il faut quand même témoigner de ce qui se passe en haute montagne, même si on commence malheureusement à s'y habituer. Il faut témoigner parce que les gens qui habitent en ville ou qui vivent en ville, ce qui est 80% des Européens, ont un rapport au réchauffement climatique qui est un rapport presque d'idées, de concepts. Ça ne brouille pas encore, ça ne bouleverse pas encore leur vie quotidienne, ce qui n'est pas le cas pour nous en haute montagne. Et bon, alors, pour des raisons que l'on connaît, le réchauffement est 2 fois plus élevé en haute montagne et qui plus est sur un terrain fragile. Fragile, tout le monde le sait, permafrost, pergisol, notamment dans un certain nombre de lieux en haute montagne où encore il y a encore pas mal de glaciers. Les effets, vraiment je le passe vite parce que toutes les courbes, et quand on prend que ce soit la courbe du glacier blanc pour ne pas le citer, c'est impressionnant, quoi. Depuis les années 2000, la courbe plonge l'épaisseur du glacier. Mais plonge littéralement. Les glaciers, c'est évident. Alors les glaciers, c'est pas simplement dans un rapport
dans un rapport à la beauté de la montagne que nous pratiquons. Les glaciers, c'est un élément notamment d'alimentation en eau de nos vallées. Et quand on regarde ce que disent notamment tous ceux qui s'occupent de l'eau, notamment dans le sud-est, où ils sont particulièrement inquiets, en gros, quand les glaciers des écrins vont disparaître, ce qui est là vraiment une question de quelques années, au-delà de la perception de ce qu'il y a là-haut, concrètement, ça veut dire, et moi quand j'étais au refuge, je le montrais à chaque fois aux gens qui passaient, je disais, regardez, l'eau qui coule du torrent, l'eau qui coule du glacier qui descend là, quand le glacier aura disparu, il n'y aura plus le torrent qui va couler. Et si le torrent ne coule plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va alterner des périodes de sécheresse avec des périodes de grande crue, ce qui est probablement ce qui va se passer, notamment dans le sud-est. Donc des choses relativement violentes qui ne concerneront pas que la haute montagne. Bon, glacier, ok. Et puis tout ce qui est éboulement. Alors des éboulements, on me dira qu'il y en a toujours eu, c'est vrai, notamment sur la Meije, j'étais bien placé pour. Il y en a eu des gros en 64, notamment, historiques. La situation nouvelle, clairement, c'est l'accélération et la généralisation, y compris là où on ne s'y attend pas. Là où on ne s'y attendait pas. Moi, sur la Meije, j'ai toujours dit aux gars qui passaient au refuge, mais ne vous inquiétez pas, même moi si je pars, la Meije, elle sera toujours là, quoi. Oui, tout est relatif, parce que c'est effectivement dans les écrins un des rochers qui est le plus stable des écrins, quoi. Et pour autant, tout le monde sait ce qui s'est passé. En gros, l'équivalent d'immeubles de 3-4 étages qui se sont cassés la gueule sont 600 mètres. Et donc, gardien de refuge, professionnel de la montagne, à partir du 7 août de l'année dernière à 6h15, je n'ai plus eu personne sur la Meije. Donc l'impact sur notre travail, voilà, c'est pas un concept, c'est du quotidien. Et cette année, ça a repris légèrement. Il y a eu des déviations qui ont été faites, si je peux dire, mais enfin, bon, au total, les rochers sont quand même retombés dessus. Au total, on est là clairement dans des modifications lourdes de la pratique de la haute montagne, pas généralisées encore, mais qui commencent à impacter tout le monde. Et je reviens au point de départ. Chez l'ensemble des professionnels de la montagne, ça devient quelque chose d'extrêmement marquant. Alors, la question que ça pose là-dessus, à moins que tu veuilles ce que tu veux, la question que ça pose, c'est ok, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est pas pourquoi il faut agir, parce que le pourquoi il faut agir maintenant pète à la figure. C'est comment et qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Et là, ça pose des questions un peu de fond, c'est-à-dire que ça pose bien sûr les questions de mode de vie des uns et des autres, mais nous en montagne plus particulièrement, je trouve que ça interroge sur quel rapport nous avons à la montagne et au terrain de montagne. C'est-à-dire, vous savez, voilà, si je replonge un petit peu dans les décennies précédentes, même peut-être un tout petit tour un peu avant pour resituer dans le contexte, le rapport de la société humaine à la montagne a énormément évolué. C'est-à-dire que jusqu'au XXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, on fuyait quand même les vallées alpines, on les fuyait, ça s'est dépeuplé. C'était les bannis qui restaient là-bas, hein, ceux qui étaient vraiment là. Il y a eu quelques mouvements à partir c'est Jean-Jacques Rousseau le premier, je crois, qui a commencé à parler de la montagne en termes d'intérêt, d'attractivité pour l'être humain. Mais pour de vrai, le rapport à la montagne attractive, on va dire, a commencé à la milieu de façon significative. Hein, je ne parle pas au milieu du XXe siècle. Il n'y a pas si longtemps. Et avec, on le sait tous, comme l'arme centrale, on va dire, et qui a compté énormément. Ça a été le plan neige des années 60-70, qui était au départ, c'est important de se le rappeler, au départ, au-delà de l'impact sur un terrain fragile qui avait été sous-estimé dans cette période-là, clairement. Mais il y avait une vision quelque part dans ce plan neige. C'est-à-dire, je prends cet exemple-là parce que pour moi c'est vachement révélateur. Courchevel, quand il a été construit, Courchevel,
par les architectes, ça avait été d'abord beaucoup financé avec l'argent public, notamment la Savoie, c'était pour permettre aux gens des banlieues et des villes d'accéder à l'air pur et à la neige immaculée. Courchevel. Donc il y avait un sens sociétal, on va dire, à cette pratique-là. Et tout ça, autour de ça, il y a eu un élan, à la fois qui a fait vivre les vallées, mais à la fois qui a décuplé l'intérêt pour la montagne, on va dire ce qu'on appelle encore aujourd'hui, mais je pense que, voilà, terrain de jeu. Et donc il y a eu tout un développement dans la deuxième partie du XXe siècle autour de ça. Il faut rappeler aussi qu'à l'époque, on avait des hivers extrêmement enneigés. Dans les années 70-80, on avait des monceaux de neige. Ouais, tout à fait, des monceaux de neige et partout. Alors, la question que ça pose, je vais passer vite sur les stations parce que c'est pas le débat, c'est pas le seul débat qu'on a aujourd'hui. Mais bon, clairement, il y a l'impact de l'enneigement qui faiblit en moyenne montagne de façon très forte. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a eu une usure d'un modèle qui était basé sur une pratique un peu unique de la montagne. C'est-à-dire qu'on le sent, par exemple, toutes les études le montrent, les catégories qui décrochent le plus du ski aujourd'hui, ce sont les jeunes qui le trouvent le plus has-been en perception et en fréquentation, c'est les jeunes des vallées alpines et des villes autour, on va en dire, de la région Rhône-Alpes. Ceux qui sont proches des montagnes, qui de temps en temps vont en station parce que c'est marrant d'aller rigoler sur les pistes et tout ça, mais qui s'y font chier très vite, quoi. S'y font chier très très vite. Et donc le décrochage est net. C'est les catégories les plus âgées qui tiennent encore aux stations, les catégories les plus jeunes qui décrochent. Et voilà. Donc il y a réchauffement climatique, mais aussi usure d'un modèle. Et ça doit nous questionner, nous, je crois, plus fondamentalement sur le rapport que nous avons à ces espaces naturels. Vous savez, au XXe siècle encore, excusez-moi d'ancrer dans mon histoire, j'ai entendu les choses, on va dompter la nature, on va maîtriser la nature, et puis quelque part, sous-entendu, on consomme de l'espace naturel. On consomme de l'espace naturel. Là, je pense que pour tous les milieux, il faut qu'on arrive à réfléchir un peu, à pousser la réflexion un peu. C'est-à-dire, oui, profiter de la nature, bien évidemment, je suis le premier, j'y étais ce matin dans la neige, 30 cm de poudreuse, putain, c'était bon, quoi. Ok, profiter de la nature, jouir de la nature, quelque part. Mais, et ça, je pense qu'on n'y est pas encore, on n'y est pas bon là-dessus encore, c'est jouir de quelque chose qui est vivant. La nature, elle est vivante, c'est le vivant. Nous faisons partie de ce vivant. Et il faut qu'il y ait une relation avec ce vivant. C'est pas de la consommation comme on va à Carrefour. Et c'est là-dessus que culturellement, le XXe siècle nous a envoyés dans une impasse. On nous a envoyés dans une démarche que nous avons portée les uns et les autres. Hein. Moi, je jette la pierre à personne. Hein. Ouais, même l'expression terrain de jeu me questionne vachement. Parce que bien sûr c'est un terrain de jeu, bien sûr j'aime bien les skier, bien sûr j'aime bien les faire. Mais pour de vrai, la nature, c'est non seulement les animaux, c'est la végétation, c'est le vivant, mais c'est tout simplement la planète. Ça doit nous rappeler, et la montagne c'est un élément super fort là-dessus, c'est que quelque part ça nous rappelle que nous sommes tous juste des petits bonhommes sur la planète. Nous faisons partie de la chaîne du vivant. Et s'il n'y a pas le respect, mais c'est comme entre les hommes, hein, jouir des autres sans respect pour les autres, on est mal hein, dans les relations humaines. Donc quelque part, oui, vivre la nature en montagne pleinement, mais dans quel rapport nous avons à cette nature-là? Et, pour pas être trop long, c'est pas qu'un parcours, c'est des parcours individuels, mais quand on réfléchit comment le tourisme s'est conçu, le tourisme s'est conçu, alors avec les aspects positifs qu'il a fait vivre des vallées, contact, l'aspect négatif qu'il a sous-estimé la fragilité du terrain, et on voit ce que ça donne, et l'aspect plus de posture de l'être humain, où on a été complètement dans la consommation comme en bas. Alors qu'on aurait pu en montagne, et que peut-être c'est ça l'actualité, c'est de se dire oui, on peut faire plein de choses qui nous font du bien en montagne, dans lequel on s'aventure, mais dans lequel on vit une expérience qui est unique. C'est pas simplement un terrain de jeu, c'est bien plus, c'est un terrain de jeu, mais c'est bien plus qu'un terrain de jeu. C'est un terrain où on peut s'immerger dans la nature, où on peut réaliser des choses. Et j'aime bien prendre l'image des enfants parce que c'est toujours révélateur, et puis ça. Mais c'est là où les enfants ils peuvent découvrir des choses fondamentales, découvrir l'obscurité,
découvrir le silence. On est en train de s'apercevoir que le silence est peut-être fondamental dans l'équilibre de chacun. Mais en montagne, et vous savez, notre défaut, si on parle de grimpe un tout petit peu, et je suis bien placé pour le savoir, à la Meige, des fois on est con. Hein. Mais non, mais au début, les premières années où j'étais au promontoire, souvent, quand j'avais des retours, les deux seules questions que je posais aux gens, c'est combien de temps t'as mis et sur la difficulté. Et souvent, quand on parle de grimpe en montagne, on parle quoi? On parle du move, on parle du 6B, on parle... Mais pour de vrai, on fait bien plus que du 6B en montagne. On fait bien plus que ça, on vit une expérience extraordinaire. On arrive à parler du temps qu'on met, on arrive à parler de la difficulté de tel ou tel truc, mais parce que ça, c'est des chiffres, c'est des choses qui parlent à tout le monde, mais la profondeur de ce qu'on vit en montagne, on n'est pas bon. Nous sommes tous collectivement, enfin plus ou moins, mais je parle pour moi en tout cas, on est mauvais. On est mauvais et c'est dommage qu'on dévalorise. Donc moi, je finirai là-dessus. Mais je pense que... Mais toi, la mutation, j'appelle ça une transformation, une mutation de notre rapport au territoire de montagne, de nos pratiques et du tourisme, c'est d'abord quelle est la richesse principale de la montagne, et je finis vraiment là-dessus, c'est-à-dire que sur 511 millions d'habitants, en Europe, il y en a 400 qui sont citadins. Et pour la première fois dans l'histoire de notre civilisation, pour la première fois, des citadins qui n'ont aucun lien générationnel avec la nature. Avant, il y avait toujours un lien. Toujours. L'oncle, la grand-mère, machin, truc. Là, plus. Et sur l'ensemble du territoire européen, les territoires de montagne sont les seuls où on peut faire cette expérience de s'immerger dans la nature, de se sortir tout petit. Donc on peut y grimper, on peut y skier, mais on peut faire énormément plus. Et là-dessus, culturellement, je pense qu'il y a vraiment une transformation, une transition à opérer. Bon, maintenant, on va voir avec Maël Besson, donc pour WWF France, quel est l'intérêt pour une grande ONG généraliste comme ça de s'intéresser aux problématiques spécifiques de la montagne et quelles sont les propositions. Et pendant que Maël s'exprime, moi je vais m'absenter pour 1 minute, je reviens rapidement. Sympa. Oui, alors en fait, pourquoi le WWF on s'intéresse au sport de manière générale et pas que à la montagne? En fait, c'est sur la question de finalement comment on aborde une transition écologique. Il y a souvent, et comment on fait une transition écologique d'un secteur d'activité, il y a souvent un paramètre qu'on sous-estime, c'est le facteur humain, le facteur de l'irrationalité du comportement humain, et pas que du citoyen, à tous les étages, du décideur, du trader, de quasiment tout être humain. On est assez irrationnel dans nos comportements, on a des réflexions rationnelles, mais finalement, on est plus influencé par des biais cognitifs, par le biais du temps présent par exemple. On a toujours tendance à préférer le bénéfice immédiat au bénéfice futur. Et ça, quand on voit sur nos enjeux environnementaux, climatiques qui sont à 2050, 2100, on a du mal à se projeter, on a du mal à se contraindre sur notre geste le jour J, sur notre confort le jour J, pour un bénéfice à plus 50 ans. Et ça, c'est un vrai frein sur nos changements de comportement. Il y a d'autres biais. Il y a le biais, par exemple, de la surconfiance, où on a toujours l'espoir que finalement la science, la technologie va répondre à notre besoin. C'est en montagne, c'est clairement l'enneigement artificiel, où on espère que c'est ce qui va finalement enrayer ou nous permettre de continuer à avoir notre confort, notre accès à la neige. Il y a tout un tas de biais cognitifs comme ça. Un autre que je trouve assez intéressant, c'est, alors je ne sais pas exactement comment le nommer, mais c'est le fait qu'on se déresponsabilise. Notre part de responsabilité sur des enjeux nous paraît tellement insignifiant, et le rapport énergie à mettre pour changer notre comportement versus l'impact que ça a nous paraît disproportionné. Il y a des études qui montrent, des expérimentations qui montrent ça très bien, notamment une que j'aime bien mettre en exemple, c'est une personne qui se fait agresser, importunée dans un arrêt de bus. Elle a plus de chances d'avoir quelqu'un qui s'interpose s'il y a un témoin que s'il y a 10 témoins. Pourquoi? Parce que s'il y a un seul témoin, le témoin a 100% de la responsabilité d'intervenir ou non. S'il y a 10 témoins, chaque témoin n'a que 10% de la responsabilité d'intervenir ou non.
Donc sur un enjeu climatique où on est 7 milliards de responsables, vous imaginez bien que la part de responsabilité, elle est insignifiante. Et c'est bien le problème, et c'est bien pour ça qu'on a systématiquement des discours de finalement, c'est pas notre secteur qui est le plus impacté, c'est pas notre. Et c'est vrai, et clairement c'est vrai, si on regarde les enjeux, l'impact, j'allais dire, en termes d'émissions de gaz à effet de serre du monde du sport. Je travaille en ce moment avec l'UNFCCC, qui est le secrétaire au climat de l'ONU. Clairement, il s'intéresse au sport, mais l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre du sport au niveau mondial, comparé à l'agriculture, au transport, au bâtiment, c'est insignifiant. C'est pas là où il y a. Mais ça a son importance quand même. Donc on voit bien que la problématique, et souvent ce qu'on oublie dans les stratégies, dans les politiques publiques, dans les actions qu'on peut mettre en place, souvent on se base finalement sur 3 grands leviers, le levier réglementaire, le levier financier, et puis le levier un peu de sensibilisation. C'est important la sensibilisation, ça crée l'intention du changement. Sans sensibilisation, on ne crée pas d'intention du changement. Par contre, ça ne crée pas le changement. Il va falloir aller plus loin, il va falloir trouver les mécanismes qui influent le changement. La norme sociale est un levier du changement de comportement fabuleux. Si on reprend l'exemple de l'arrêt de bus où une personne se fait importuner, en fait, effectivement, il y a plus de chances d'avoir une personne qui s'interpose s'il n'y a qu'un seul témoin. Quand il y a 10 témoins, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'à partir du moment où il y a 1, 2, 3 personnes qui interviennent, tout le monde veut intervenir. Parce que personne ne veut être celui qui intervient. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on réinverse le pouvoir et finalement, on crée une dynamique, un effet d'emballement. Et on pense fondamentalement qu'on arrivera à contrer l'emballement climatique et la perte de biodiversité par un emballement d'initiatives et d'actions. Il faut créer une course à la performance environnementale chez tous les acteurs, y compris les acteurs qui sont très éloignés de nous, qui ont des indicateurs, des objectifs très business, très éloignés de toute notre relation assez émotionnelle avec la nature, parce que c'est vrai c'est un élément important, parce qu'on est des êtres profondément émotionnels. Et côté WWF, on pense que le sport est un super outil pour créer cet emballement. Il a un poids sur l'émotionnel, il a un poids économique, il a un poids dans notre société qui est très important et qui a un pouvoir d'effet d'entraînement sur beaucoup d'acteurs. Je vais donner un exemple sur ce qu'on a pu arriver à mettre en place conjointement. Le ministère des Sports WWF a créé une charte des 15 engagements éco-responsables des événements sportifs, avec 15 objectifs chiffrés sur l'alimentation, sur les transports, sur les déchets, tout ça. Quand on a écrit cette charte-là, on était 5-6 personnes référant à un RSE dans quelques grosses événements sportifs, au ministère, au WWF. Et finalement, on a affirmé un peu à chaque organisation que tout le monde allait signer, que tous les autres allaient signer. Ce qui a créé un petit pool de signataires, d'engagés. Puis on a fait savoir, et finalement, assez rapidement, il y a eu une cinquantaine de signataires. Maintenant, on est à 80 signataires avec 200, quasiment les 200 plus gros événements sportifs qui sont signataires, qui ont pris des engagements, des objectifs chiffrés sur 50% d'alimentation qui doit être éco-responsable, ce sont des critères du WWF, 80% des gens qui doivent venir sur la manifestation en transport en commun ou en mobilité active, sur des objectifs assez importants. Alors, c'est une obligation ce qui est intéressant en fait d'observer, c'est l'effet d'entraînement que ça a pu avoir sur le secteur du sport, parce que maintenant, la norme, pour dire qu'on est un événement éco-responsable, on a réussi à la rehausser. Avant, on mettait 3 éco-cups et des poubelles de tri, on se disait éco-responsable. Maintenant, la norme, c'est ces objectifs chiffrés. Et ce qui est intéressant, c'est que ça embarque des acteurs qui ne sont pas sportifs. Un des signataires, il y a plein des signataires, il y a Roland Garros, il y a le Tour de France, il y a le top 14 et tout ça. Quand le Roland Garros exige les objectifs du WWF qui sont dans cette charte, les critères du WWF sur l'alimentation qui sont dans cette charte à ses restaurateurs, et qu'on a 200 des plus gros événements en France qui sont signataires et qui
qui sont engagés sur les mêmes objectifs, on imagine bien qu'il peut y avoir un impact sur les restaurateurs qui ne sont pas sportifs à la base. Donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est cet effet d'entraînement qu'il faut arriver à avoir et que le sport peut réellement. Je vais juste finir sur quelque chose. On parle souvent quand on est face aux enjeux climatiques, et la montagne en premier, puisque c'est quand même effectivement celui qui se le prend le plus, le plus en pleine poire. C'est de dire finalement il y a deux actions à faire, il y a réduire et s'adapter. Réduire, c'est sûr, c'est incontournable, il va falloir que tous on s'y mette. S'adapter, de toute manière, il est trop tard pour que rien ne se passe. Il n'est pas trop tard pour que ça ne soit pas pire, mais il est trop tard pour que ça ne se passe, il va falloir de toute manière s'adapter. Mais à mon avis, il y a une troisième chose qu'il faut absolument rajouter, c'est exiger. Exiger. Il faut que le sport, que les acteurs économiques du sport, pour leur propre intérêt, de la pérennité de leur pratique, exigent au pouvoir public, aux grandes sociétés, à toutes les institutions qui ont un poids, et pour le coup, on est dans un territoire où le sport a un vrai poids économique et un vrai poids sur le politique, il y a vraiment une possibilité d'exiger que les autres agissent. Parce que si juste la montagne réduit ses empreintes et s'adapte, ça ne suffira pas, elle subira un dérèglement beaucoup plus important. Donc il va falloir rentrer dans une dynamique où on exige auprès de ses fournisseurs, auprès de ses politiques, auprès de ses financeurs, d'agir aussi sur leur périmètre. C'est cet effet transformationnel qu'on peut avoir sur des périmètres autres que le sport. Il faut effectivement réduire l'empreinte du sport, mais nous, notre objectif principal, c'est aller avoir un effet transformationnel plus large sur un périmètre plus large et un secteur d'activité plus large que le sport. Alors, est-ce qu'une association vraiment spécialisée, comme son nom l'indique, comme Protect Our Winters France, a un plan concret pour justement protéger les hivers ou protéger la montagne de ce réchauffement généralisé, en partie au moins? On a un plan, déjà bonjour à toutes et à tous, on a un plan, mais c'est pas forcément nous qui allons devoir l'exécuter, comme ce qui a été dit jusqu'à présent. Le plus gros des impacts de ce qui se passe en montagne n'est pas forcément imputable à uniquement la population de montagne, mais au final à la tenue des activités humaines dans leur globalité. Les causes du réchauffement climatique et de la disparition de nos glaciers, de notre couverture neigeuse, etc., etc. Même si nous, en tant que communauté de la montagne, on devenait parfait, 100% carboneutre, etc., etc., les impacts qui se passent en montagne continueraient de se passer dans le futur. Donc concrètement, moi je suis tout à fait en accord de ce qui vient de dire par Maël, il faut qu'on puisse, en tant que communauté, pouvoir s'éloigner en fait de nos terrains de jeu, entre guillemets, malgré l'expression, on n'est pas trop sûr encore de comment on se sent par rapport à celle-là, et pouvoir avoir un vrai rôle de représentation dans la société en général. Nous, chez Protect Our Winters France, en fait, ce qu'on se dit, c'est que notre industrie du ski, de la rail, du snow, parapente, VTT, tout ce que vous voulez, elle a un pouvoir de faire rêver la société en général assez incroyable. Mais elle a aussi très peu le mot est mal choisi, mais très peu de sens des responsabilités par rapport au reste de la société. Je ne sais pas exactement d'où ça vient, notamment il y a un fort sentiment d'hypocrisie qui émane de cette communauté, parce que une bonne partie de l'industrie est vendue sur des images à l'étranger, des gros voyages en Alaska, la fameuse poudreuse japonaise, etc., etc. Ce qui, d'un point de vue personnel des acteurs avec qui nous on traite, que ce soit les stations, les athlètes professionnels, les équipementiers, leur fait dire tant que je ne fais pas les choses bien, j'aurai pas le droit de me placer sur ce sujet. Ce qui fait que nous, déjà, une des premières choses qu'on veut faire, c'est de donner, entre guillemets, l'autorisation aux gens, pas de faire du greenwashing en disant ma station elle est verte, mais plutôt, je sais, pour l'instant on ne sait pas quoi faire, mais par contre on s'autorise quand même à se poser les questions, parce que oui, notre économie est en jeu, la survie de nos communautés dans ces endroits particuliers est en jeu, même s'il y a de l'activité économique qui se passe, une grosse partie de l'économie, mais pas l'activité économique qui se passe en dehors des territoires de stations de ski, et au moins autoriser les acteurs à pouvoir s'engager sur ce terrain-là. Donc ça, c'est la première chose.
J'en reviens aussi à l'aspect non raisonné de notre façon d'agir en tant qu'humain. Je pense qu'il y a très peu d'autres pratiques que l'escalade, le ski, le parachute, qui sont autant peu raisonnées qu'on peut avoir dans notre société. Je ne suis pas un très grand fan de football, mais courir après un ballon, je peux voir l'aspect ludique ou quoi que ce soit. Aller se balancer au bout d'une corde à plus de 600 mètres de hauteur du fond ou quoi que ce soit, en termes de non raisonnable, on ne fait pas grand chose de mieux, je crois, par se jeter d'un avion en parachute. Ce qui fait que je pense qu'on est en plein milieu de ces choses-là où accepter complètement l'aspect fou de ce qu'on fait, mais en tout cas la naissance dans la passion d'aller se confronter à ces dangers-là, et en fait, on pense, nous, le moteur d'une transition qui peut aller. Donc, on veut pas, et je rejoins encore une fois de ce qui a été dit, l'éloignement qu'on a en tant qu'individu des conséquences du réchauffement climatique. En tant que montagnard, on y est un peu plus, parce que ça reste un petit peu éloigné de la part de la responsabilité individuelle, mais on a une passion assez folle qui pousse des gens de la région parisienne, de la région lyonnaise, à passer plus de 6 à 8 heures dans leur voiture, par choc à par choc, pour aller passer 2 semaines sur des skis. Et c'est triste à dire, mais pour certains, c'est le rapport le plus proche qu'ils auront à la nature dans leur année. Ce qui fait que nous, ce qu'on dit, c'est que soyons un peu égoïstes et disons aux gens, ok, est-ce que vous aimez ça? Apparemment oui, puisque vous êtes capable de dépenser tant de temps et tant d'argent pour pouvoir aller faire ces activités-là. Soyez un peu égoïstes et protégez en fait votre activité, et cette envie de protection, cette envie de pérennité dans notre activité, qui ne passera pas par de l'enneigement naturel, pas naturel, artificiel, excusez-moi, dans une bonne partie de nos territoires de montagne. Basez-vous sur cette envie de faire votre sport, basez-vous sur cette passion, parce que si on réorganise notre activité, elle aura un impact sur tout le reste du territoire. Un exemple simple, le plus gros impact qu'il y a de ces sports d'hiver en tout cas, mais si on fait la transition avec les sports de toute saison en montagne et que les stations de ski ne s'appellent plus des stations de ski mais se présentent comme des stations de montagne, le problème de la mobilité restera le même. 50%, un minimum de 50% des émissions carbone qui sont produites par une station de ski vient uniquement de l'acheminement des usagers. Ce qui fait qu'à partir du moment où on prend de plein pied cette question de l'acheminement des usagers, donc de la mobilité en montagne et donc de la mobilité dans nos territoires, ça implique d'avoir une mobilité intégrée depuis la capitale de la France jusqu'à nos territoires dans les fonds de vallée, et donc jusqu'aux territoires qui sont aussi en haut des montagnes. Donc notre action en tant que passionné de sport, de montagne, de sport de glisse, va forcément influer sur tout le reste de la mobilité en France et particulièrement en région Rhône-Alpes. Et on le voit bien, nous on essaye d'engager les acteurs autour de ces questions-là. Montaigne Wilderness fait un travail aussi assez conséquent avec toutes les options qui sont proposées, avec le portail changé d'approche. On voit bien que les acteurs, aussi pertinents soient-ils dans leurs actions courantes, sont concernés par ces impacts du réchauffement climatique, se sentent complètement non outillés face à ça et commencent à s'orienter vers cette question de la mobilité. Donc nous, une des choses qu'on fait, c'est d'essayer de rassembler ces gens-là, de les inviter à ces occasions de discussion. On aurait aimé avoir aussi, par exemple, peut-être des gens de la région qui viennent à cette conférence-là, avoir le grand absent de tous ces débats, la SNCF, qui viennent partager leurs réflexions sur ces questions-là, puisqu'il faut, en tant que masse économique, en tant que pouvoir sportif, comme tu l'as dit Maël, on puisse influer sur nos instances gouvernementales, sur nos instances locales, etc., etc. Il y a un chiffre que moi je trouve intéressant, c'est qu'on dit souvent il n'y a que 8 à 10% des Français qui pratiquent les sports d'hiver, en nous disant oui, il y a beaucoup d'aménagements qui sont faits. C'est un fait, c'est pas l'activité la plus partagée par le peuple français. Reste que 8 à 10% des Français qui partagent la même passion, donc qui pourraient défendre les mêmes valeurs autour de cette passion-là. L'exemple que je donne, moi, c'est il y a 3 millions de licenciés auprès des fédérations de chasse. Et ces gens-là, on s'adresse à eux, les entités gouvernementales, les entités territoriales s'adressent à eux comme un seul bloc et les considèrent comme un lobby qui peut faire bouger les résultats des élections dans différents territoires. Comment ça se fait que nous, en tant que communauté de la montagne, en tant que communauté du ride, qu'on soit parisien, lyonnais, marseillais, savoyard, haut-savoyard, isérois ou quoi que ce soit, on n'arrive pas à s'unir et à présenter un tel front qui nous permettrait de peser sur ces instances-là en disant on sait qu'on n'est pas parfait, on sait qu'on a des impacts, mais nous, on veut pouvoir continuer à faire nos sports de manière diverse, de manière innovante,
mais on veut plus avoir à utiliser nos voitures pour monter à la montagne. On veut plus avoir à passer 8 heures dans nos voitures par choc à par choc pour pouvoir aller profiter d'un élément naturel qui est le seul moment qui nous connecte à cette nature-là. Donc là, la grande mission qu'on s'est donnée chez Protector à Winters France et Protector Winters à l'international, parce qu'on est présent dans 14 pays, c'est de vraiment créer cette unité au sein de la communauté du rail, de la montagne, du ski, du parapente, se rassembler, se rendre compte qu'on a au moins une chose qui est vraiment forte en commun, qui est de vouloir aller passer du temps dans un terrain qui peut être relativement dangereux, qui est une activité très peu raisonnable, mais que vouloir préserver cette activité-là, ces territoires-là, ces ressources-là, peut avoir un impact énorme sur le reste de la société. Et on ne va pas se mentir non plus, une bonne partie des pratiquants de la montagne font partie de certaines sphères de la société qui sont relativement influentes, quand on pense au milieu de Chamonix, quand on pense, comme tu l'as dit, à Courchevel, les Trois-Vallées, ces stations-là. Il y a des gens qui ont du pouvoir, qui vont là-haut et qui vont faire ces activités-là. Une autre chose, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit aussi par Maël et par Freddy, et notamment sur la part des jeunes, moi je pense que c'est pas tant que les sports de montagne deviennent has-been, c'est qu'ils deviennent élitistes dans un spectre économique. Combien d'argent ça coûte pour pouvoir aller faire une journée de ski ou de snow ou de randonnée, si on doit prendre sa voiture, si on est un étudiant qui n'a pas de travail, si on doit aller acheter un forfait, etc. etc. Et nous on pense que il faut que la montagne soit plus accessible, soit autrement accessible, mais soit plus accessible pour contrecarrer notamment cette coupure qu'on a dans les villes. Le Mont Blanc, on le voit depuis Lyon, mais c'est une plaie totale pour pouvoir y aller. On ne veut pas non plus envoyer toute la population lyonnaise sur les pentes du Mont Blanc, on sait très bien ce qui se passe en termes de fréquentation déjà en ce moment, mais on pense que la montagne est un territoire de passion incroyable, et comme l'a dit Maël, si on devait s'engager dans le combat contre le réchauffement climatique uniquement pour des raisons cartésiennes, ça ferait longtemps qu'on l'aurait fait. Dans les années 70, on nous parlait déjà des trop grosses émissions de CO2. Nous, notre mission, c'est de dire, prenez à cœur votre passion, et cette passion-là vous donnera un engagement. Cette passion-là vous permettra d'aller engager les autres cercles sociaux que vous aurez autour de vous, et cette passion-là vous permettra d'aller motiver les instances autour de vous. Je vais peut-être mettre une question en débat entre vous trois, vous verrez qui veut répondre là-dessus, et puis avant de passer le micro à la salle, mais vous parliez de greenwashing, de contradiction, voire d'hypocrisie. Est-ce qu'il n'y a pas... on parle aussi bien souvent, c'est la stratégie du colibri, chacun doit faire dans son coin ce qu'il peut faire. On essaie aussi d'impliquer les citoyens, c'est le but d'associations comme les vôtres, mais dans les instances qui pilotent les stratégies, ce qui pourrait être un nouveau plan pour les stations qui serait renouvelé par rapport au plan neige des années 60-70, toutes ces instances qui finalement orientent les politiques montagne ou les politiques de l'outdoor, est-ce qu'il n'y a pas un profond décalage entre la réalité de la crise écologique, la nécessité de réagir vite, et les actions qu'ils prennent concrètement malgré le discours qu'ils peuvent avoir par ailleurs? Par exemple, vous parliez de la région. La région, concrètement, sa politique montagne, c'est d'investir 250 millions d'euros dans l'équipement en canot à neige, et c'est parallèlement de sucrer toutes les subventions aux associations environnementales pour les donner aux associations de chasse. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, parmi de multiples autres, tous les fabricants, tous les équipementiers, notamment textiles par exemple, ou même de ski aussi, ont délocalisé leur production dans des pays du tiers-monde à bas coût de main-d'œuvre, et donc participent à grande échelle à ce réchauffement à travers justement la mondialisation économique. Autre exemple plus proche de nous et plus anecdotique, mais qui a quand même aussi valeur de symbole, une école nationale de ski et d'alpinisme qui continue d'organiser des formations de ski en été au Chili. Écologiquement parlant, ça n'est pas très compatible avec les enjeux du moment, me semble-t-il. Donc comment est-ce que vous expliquez, vous, si tant est que vous ayez une explication là-dessus, ce décalage complet entre les politiques publiques, la position et l'attitude réelle des décideurs publics au-delà du discours, avec les urgences du moment et avec les solutions que, selon les scientifiques, encore une fois, il faut apporter très vite et très fort? Je peux me permettre de prendre la parole en premier.
Une première chose, c'est qu'on fait partie de la même société que le reste des schizophrènes qui font de la société humaine ce qu'elle est en termes global. Pas mieux, pas pire, quoi. Pas mieux, pas pire. On est dans les mêmes contradictions. Moi, j'ose venir vous parler d'environnement et de ce genre de choses-là avec une paire de Nike au pied. Donc une des phrases qui oui, ça est bien, elles sont un peu vieilles mais c'en est bien. Donc une des phrases que moi j'ai entendues récemment, je suis aussi intervenant à l'université, c'est des questions qui nous posent souvent, où les jeunes nous posent. Moi c'est des étudiants qui font un cursus de 5 ans en environnement, qui voient bien qu'il n'y a pas grand chose qui se passe autour, donc en termes de démoralisation il y en a pas mal, mais ils se posent toujours la question de qu'est-ce que je peux faire en appartenant à un système, comment est-ce que je fais pour faire changer les choses en étant moi-même, en faisant moi-même partie de ce grand système dévoreur de nature, consommateur de carbone, etc., etc. Et la phrase qu'un de mes élèves m'a sortie récemment, et je ne sais plus où il l'avait trouvé, c'est de dire l'inventeur de l'électricité, il s'allumait à la bougie. L'inventeur du moteur à explosion, il faisait du vélo. Donc nous, les inventeurs du monde de demain, pour l'instant, on n'a que les outils d'aujourd'hui. Et ça, c'est une des réalités qu'il faut pas occulter. Certes, il y a des outils d'aujourd'hui qui seraient meilleurs que ceux qu'on utilise en grande partie, qui sont peut-être mis de côté par certains lobbies, par certaines réglementations, etc., etc. Mais quoi qu'il arrive, on est à peu près tous dans le même bateau. Et si on veut pouvoir changer la société, il faut un minimum en faire partie pour pouvoir avoir une influence là-dessus. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, elle est... moi, je ne suis pas un label. En tant qu'association, je ne viens pas labelliser si telle ou telle entreprise ou telle marque de ski, c'est des bonnes personnes ou c'est des mauvaises personnes. Ce que je viens faire, c'est ce que je leur dis, moi, c'est je veux venir vous aider à vivre pleinement votre engagement, à vous sentir autorisé à le faire malgré toutes vos contradictions. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose qui peut-être qui fait pas beaucoup partie de la culture française et qui nous est un peu plus proche étant donné notre ADN nord-américain, qui est le concept de sollicitation citoyenne. Au bout d'un moment, en tant que citoyen, beaucoup de choses qui sont faites en notre nom. C'est la demande, c'est l'expérience utilisateur, c'est le retour des clients qu'on a, etc., etc. Et en France, on a une dichotomie qui est on veut pouvoir faire les choses, mais on attend que le gouvernement nous demande. Et ces décideurs-là, malheureusement, fonctionnent avec des indicateurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui ne sont pas forcément ceux qu'on veut développer pour une société plus juste. Mais en attendant, tant qu'on ne va pas faire péter leurs indicateurs actuels, on ne pourra pas les faire changer non plus. Donc nous, une des choses qu'on dit, c'est que engagez-vous, on va dire que telle ou telle marque s'engage avec nous, que telle ou telle marque fait un projet avec nous, mais notre boulot derrière, c'est de motiver la communauté à faire son travail de témoignage, de surveillance. Il faut que nous, en tant que consommateurs, en tant qu'adhérents à telle ou telle marque, à tel ou tel territoire, il faut qu'on soit autant vigilants que eux se proposent de s'engager. C'est un jeu dans les deux sens. On travaille pour que ces gens-là s'engagent. Maintenant, c'est aux citoyens, à la communauté, peut-être une certaine partie de la réglementation, de s'assurer que les engagements qui sont pris soient retenus. Et je pense que c'est une question qui peut être intéressante, notamment avec ces chartes d'engagement pour les événements, qui est une question de comment est-ce qu'on réglemente ensuite, après, comment est-ce qu'on punit ou comment est-ce qu'on récompense les engagements qui ont été respectés. Et d'une manière ou d'une autre, avec l'exemple que vous donnez à la région, la punition, elle est simple, c'est pas se faire réélire l'année d'après. L'encouragement, il est simple, c'est rapporter son billet. Et tout simplement, l'année prochaine, il y a des élections municipales, l'année d'après, c'est les départementales et les régionales, l'année d'après, c'est les législatives et les présidentielles. Si nos territoires de montagne se construisent petit à petit avec ce niveau-là, on pourra aller peser sur la région. Mais moi, en tant que tel, en tant qu'association, je peux dire à la région, ce que vous avez fait, on n'est pas d'accord avec, mais tant qu'il y aura des gens pour aller continuer à acheter les produits qui sont greenwashés ou continuer à aller soutenir des gouvernements locaux qui disent des choses mais font l'inverse, moi en tant qu'association je peux pas faire grand chose. Donc on veut donner une impulsion des deux côtés et ensuite laisser à chacun faire un peu l'arbitre aussi. Et puis nous, quand on se fait prendre, excusez-moi de la vulgarité, mais quand on se fait prendre pour des cons par telle ou telle entité, on n'hésite pas à le dire non plus et à afficher ça. Là-dessus, avant de revenir sur précisément la région. Je crois qu'on a dans les particularités de ce qui se passe en montagne, il y a le fait qu'il y a beaucoup de passion humaine, beaucoup d'énergie humaine, mais qu'on est très fort pour bosser en solo ou en silo.
tous autant qu'on est. Très très fort. Résultat des courses, c'est un peu con parce qu'il y a un potentiel en montagne, parce qu'il y a un potentiel naturel qui est fort, parce qu'il y a un potentiel humain qui est diversifié et riche. On n'arrive pas, ça a déjà été un peu évoqué, on n'arrive pas encore à ce que ça porte une dynamique de territoire, une dynamique de massif, une dynamique qui correspond au lieu dans lequel on est. Et ça, pour moi, c'est l'enjeu du moment, avant de répondre sur le politique. L'enjeu du moment, c'est vraiment comment faire en sorte que dans notre diversité, peu importe, on est chacun, et voilà, on a les chefs d'entreprise, les acteurs solos, machin, mais quand même, on est sur un même territoire. Si je prends à l'échelle même d'un endroit très précis entre le berger, le guide, le grimpeur, le skieur, le gars qui tient le gîte en bas et tout ça, il n'y a encore pas si longtemps, les uns ou les autres, on était en difficulté pour parler des autres, quoi. On se connaît peu, on se côtoie peu, on travaille peu ensemble sur pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et les alternatives, pour moi, elles viendront beaucoup de là. Je dis ça parce que si on ne rend pas visible cette dynamique-là, inhérente aux gens, beaucoup aux gens qui sont là et qui habitent dans ces territoires-là, on va laisser en place, on contribue, s'il n'y a pas cette dynamique-là, on contribue à laisser en place les anciens systèmes. Pour être très précis, plus précis encore, si on prend le chiffre d'affaires du tourisme dans les Alpes, c'est 11 milliards. Il y en a 56% qui est généré en dehors des stations de ski, c'est le chiffre officiel, hein, et 44% dans le périmètre des stations de ski. Et si on met en face les investissements publics et privés, 90% des investissements vont dans le périmètre station, qui génère 44% des chiffres d'affaires, et 10% des investissements vont en dehors des périmètres stations, qui génèrent 56% des chiffres d'affaires. Ça, voilà, on est dans le point, voyez, où ça pousse. Il y a cette dynamique qui existe. Il y en a une qui est très peu lisible sur les territoires, très peu visible, très peu perçue, très peu portée par les médias, pas parce que les médias sont des abrutis, parce que nous-mêmes, peut-être, mais nous-mêmes, nous ne savons pas porter nos propres territoires. Voilà. Et donc, ça laisse place à ce que les lobbies, il faut appeler un chat, les lobbies, c'est pas un gros mot. Voilà, quand il y a l'industrie, si je prends par exemple l'industrie du pylône ou l'industrie du câble, même si l'industrie du câble, d'ailleurs, ça vaut le coup de le regarder, Pomagalski et tout ça, ils sont en train, la majorité de leur boulot maintenant, c'est en ville. Donc il y en a qui sont en train de basculer. Hein. Mais que ces lobbies-là, pour ne pas les citer, sans citer personne, voilà, que ces lobbies-là, qui dans la foulée du XXe siècle, du plan neige, tout ça, qui les a mis en orbite, vous savez, le plan neige, ça a fait ce que ça a fait, mais ça a ébloui un peu. Ça a ébloui parce que c'était des zones sombres, enfin sombres dans le vécu, et donc, vous savez, quand on est ébloui par un phare, on ne voit pas tout ce qui émerge autour. Et bien là, on est dans cette situation-là. Il y a énormément de choses qui émergent de partout, qui ont du mal encore à faire dynamique commune. Et donc, c'est encore le navire, j'aime bien cette expression-là, le navire du XXe siècle qui a été lancé. Un navire, tu ne l'arrêtes pas comme ça. Il ne faut peut-être pas l'arrêter d'ailleurs, il faut peut-être qu'il se transforme. Le navire du XXe siècle qui continue. Alors, les politiques là-dedans, eh bien, excusez-moi, mais ils sont à la ramasse. Non, mais ouais, parce que pour moi, la vision de la politique, je ne parle pas de chacun, la vision de la politique, c'est justement d'avoir une vision. C'est de se dire à quel problème on est, à quoi on est confronté, d'essayer d'anticiper. Or là, aujourd'hui, pour de vrai, en tout cas dans les territoires de montagne, si ce mouvement dont on parle s'exprime mieux qu'il s'exprime actuellement, cette dynamique de transition, si on y arrivait, je pense que les pouvoirs publics suivront. J'aurais aimé qu'ils soient plus dynamiques, quoi. Mais je pense qu'ils suivront. Mais pour le moment, ils ne suivent pas. C'est qu'ils ne suivent pas encore, parce que la dernière délibération de la région, c'est encore 80% de subventions pour les canons à neige. Je ne vais pas faire une fixation sur les canons à neige, on va se dire c'est un épiphénomène. Mais c'est juste symbolique, quoi. C'est juste symbolique. Au moment où il faut réorienter, ou au moment où il faut réfléchir, au moment où peut-être, en montagne, vous savez, le problème, c'est que ça prend un peu à revers le modèle économique.
Quand on prend le modèle économique global, c'est on investit, on aménage, on investit dans l'outillage, on va dire, et l'humain est un coût. Bon, on peut en débattre sur le plan de la société. Mais en montagne, est-ce qu'il faut, moi je plaide, pour qu'on rééquilibre l'investissement mis aujourd'hui, je vais résumer dans les pylônes pour faire schématique, pour réinvestir, pour le mettre plus dans l'humain. Pourquoi? Pas simplement parce que c'est humain, parce que concrètement, aujourd'hui, pour faire le lien entre cette expérience nature et cette expérience de qui nous sommes sur la planète et le mode de vie d'aujourd'hui, je crois que la médiation humaine, le partage des humains, d'autant plus qu'il y a beaucoup de passion, devrait être un des atouts de la vie de nos territoires, un des atouts du tourisme. On a été formaté par, vous savez, il faut aménager. L'homme, au XXe siècle, il a aménagé. Mais peut-être qu'on peut faire autre chose que aménager. Peut-être qu'on peut partager, peut-être qu'on peut faire vivre des expériences. Pour être très concret encore, écoutez, aller faire dormir une classe de CM2 en bivouac à côté des refuges pour ne pas prendre trop de risques, à 1600 mètres, pas à 3000 mètres, hein, d'y aller avec des bergers, d'y aller avec des accompagnateurs en montagne, d'y aller avec un BE d'escalade, d'y aller avec un astronome, d'y aller avec un poète, d'y aller avec des écrivains, d'y aller avec des photographes, d'y aller avec des botanistes. La somme d'expériences qu'on peut vivre en montagne, elle est juste extraordinaire. Mais faut-il investir que dans l'aménagement ou faut-il investir dans cette richesse humaine de partage de qui nous sommes sur Terre? Il y a des enjeux de société fondamentaux. Voilà, et c'est... Alors je ne sais pas quel mot mettre là-dessus, transition, transformation, révolution, je n'en sais rien, je m'en fous à la limite, je m'en fous des mots qu'on va mettre là-dessus. Mais c'est le défi de maintenant, et là-dessus on a tous un rôle parce qu'on aime ces territoires, on les aime pour de vrai. C'est encore une chose, parce que j'aurais juste envie, pas par envie pour moi, que les territoires de montagne ils soient un point de repère pour la société. Ils soient exemplaires, entre guillemets, je me méfie de ces mots-là. Mais parce que, honnêtement, prenez des territoires, je ne veux pas en stigmatiser, mais des territoires qui ont morflé grave sur le plan social. J'ai discuté avec le maire, comment il s'appelle le maire, j'ai oublié le nom, peu importe, du Nord-Pas-de-Calais, où il y avait les mineurs, tout ça, et il m'expliquait que dans sa ville, les torrents ils coulent à l'envers parce que ça s'est effondré, que les gens ils sont mal sociétalement, ils sont mal socialement, ils sont largués, ils ont l'impression de ne plus être des humains, quoi, des merdes, parce qu'avant ils étaient mineurs, mais maintenant ils ne sont plus rien. Donc socialement, écologiquement, économiquement, ils sont largués. Mais en montagne, on n'en est pas là. En montagne, on a une énergie, on a des territoires qui vont encore bien, on a des humains qui vont encore bien, voire on a des passions, on a de l'énergie. Et là, je dirais, là où les politiques ils ont une responsabilité, mais moi je m'en fous, je ne vais pas passer mon temps à leur courir après, quoi. Mais quand même, ils ont une responsabilité, c'est de voir qu'il y a ce potentiel-là. Et qu'on a du mal, nous, à le faire émerger, ce potentiel-là, le potentiel de transformation du territoire. Je leur en veux parce qu'ils sont vraiment à courte vue, quoi. Ils sont cons, excusez-moi. Mais non, mais c'est vrai, il faut appeler un chat, c'est des vrais enjeux, c'est pas simplement pour faire mieux, c'est notre survie qui est en jeu, quoi. C'est tout, hein. C'est rien que ça. Voilà. Bon, donc je leur en veux, ok, mais je ne vais pas passer mon temps à les engueuler, moi. J'ai juste envie qu'on reprenne confiance dans notre capacité à transformer les choses. Voilà. Et ça les bousculera quelque part. Tu as quelque chose à ajouter sur le sujet? Oui, alors juste, je partage beaucoup de points, mais ouais, moi je pense tout simplement que les hommes politiques, mais comme les décideurs de grandes entreprises, sont des êtres humains exactement comme nous et soumis aux mêmes biais comportementaux comme nous. Et en fait, j'ai l'impression que notre défi, c'est d'arriver à transcrire les enjeux climatiques, les enjeux qui sont long terme, qui sont très globaux et à les ramener à leurs préoccupations très autocentrées, très court-termistes, et d'arriver à dire comment, sur leur indicateur, on montre que ça va avoir un impact. Et on a du mal et on ne prend pas assez de temps, à mon avis, de faire cette transposition. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire du coup avec le ministère des Sports, c'est de dire, ok, un dérèglement climatique, un monde à plus 2, plus 3, plus 4 degrés,
ça veut dire quoi en termes de jours de pratique en moins par an? Parce que pics de chaleur qui amplifient des pics de pollution, des pics de sécheresse qui permettent plus d'arroser certains stades. Combien de jours de pratique on va perdre en termes pour un consommateur de running en ville, pour un licencié de fédération et tout ça. Et je pense qu'il faut, une des pistes en tout cas, à mon sens, c'est de ramener les enjeux environnementaux sur des préoccupations très auto-centrées des décideurs qu'on a envie de faire bouger. Juste un tout petit, excusez-moi, parce que c'est juste c'est dans une seconde sur la question des plus 2, plus 3. Je pense qu'aux gens de l'extérieur... Plus 4 ou non, plus... non, mais même. Bon, pour le moment, on sait que dans les scénarios du GIEC, on est toujours dans la barre haute. Voilà. Mais ce qu'il faut juste que les gens ne savent pas toujours de l'extérieur, c'est qu'en montagne, on est toujours au double. Et c'est hyper important. Enfin, pour le moment, on est toujours au double. Et le plus 1, pour le moment, il fait plus 2. Et si on prend les scénarios plus 3, attendez, plus 3, c'est juste le scénario bas quand même. Hein. Ça pourrait faire du plus 6. Et si on prend le scénario le plus élevé, plus 7, je ne vous fais pas un dessin. Mais il se joue des choses graves en montagne, quoi. Il faut juste... c'est comme dans l'école, quoi. Je voulais aussi réagir sur les propos d'Antoine, où à mon avis, la montagne, vous sous-estimez le pouvoir d'influence que vous avez. Vous n'avez pas un pouvoir d'influence que sur les pratiquants, que sur les 10 ou les 8. Quand on regarde l'industrie du surf, clairement, il influe par exemple, le vestimentaire, une population beaucoup plus importante que... Alors j'ai des amis parisiens qui sont absolument pas montagne et qui ont des doudounes Patagonia, quoi, et qui ne l'utilisent qu'à Paris. Donc il y a quand même un pouvoir bien plus important, et un pouvoir notamment sur quelque chose qui est très important et qui peut toucher du coup le politique, parce que électeur, c'est le pouvoir de la construction de l'imaginaire souhaité. Quel imaginaire on souhaitait, on veut dans la pratique? Quel idéal de pratique on construit dans l'imaginaire? Est-ce qu'on doit encore, mais c'est clairement des questions où je pense qu'il faut se poser, est-ce que c'est encore acceptable de vendre des chaussures de running avec des photos de pratique dans le désert? L'idéal de pratique qu'on construit à travers ce genre de publicité, à mon avis, est très très néfaste à la dynamique qu'on veut arriver à instaurer. Je peux réagir juste là-dessus. C'est une anecdote juste parce que là-dessus, sur l'imaginaire, juste, j'ai discuté avec Jean-Marc Rochette, vous savez, l'auteur de BD qui a percé d'ailleurs sur Aile froide et puis sur le loup. Et bon, il vend énormément, il cartonne, enfin bon, bref, voilà. Mais on a discuté sur pourquoi sa BD Aile froide, enfin si vous l'avez lu, bon, peu importe, BD sur son expérience de montagne quand il était jeune dans le massif des Écrins, pourquoi elle se vend en Bretagne? Et elle se vend pas mal en Bretagne. Je vous dis la Bretagne, un petit exemple. On a parlé de ça avec lui. Et en fin de compte, ouais, ça rejoint sans doute, il y a plein d'hypothèses, hein, mais ça rejoint sans doute deux choses. D'abord, l'imaginaire de la montagne et du rapport des hommes, de l'humain à la montagne, qui compte beaucoup dans les têtes de tout le monde, parce que quand on vit où que ce soit, l'image qu'on se fait de la planète, c'est aussi quelque chose de grandiose, d'éternel quelque part. Ça questionne d'ailleurs sur les neiges éternelles. Ouais, non mais ouais, ça questionne sur tout ça. Et ça met en avant le rapport à la montagne pour les gens de l'extérieur, le rapport justement de cette petitesse sur le rapport à la planète, quoi. Il y a quelque chose de symbolique dans la montagne. Et sur l'éternel, c'est vrai que c'est étonnant parce que l'autre jour, j'ai discuté avec une classe de CM2 et une classe de CM2 où tout d'un coup, quand je regardais leur bouquin de géographie, je leur dis, mais vous apprenez toujours les neiges éternelles dans votre livre? Oui, monsieur. Ah, bon, eh ben, ouais, mais les neiges éternelles, quand on est en ville, mettez-vous à la place d'un Parisien lambda, un Parisien que j'ai été d'ailleurs, les neiges éternelles, ça fait rêver. Dans ton bouquin où tu dis en plein été, il y a des neiges, il y a quelque chose là-bas. Tu touches, la montagne touche à l'imaginaire, touche à la conscience, touche à plein de choses. Donc dans tous les sens, à la fois pour témoigner de ce qui s'y passe, et à la fois ce que vous dites, ce qu'on dit tous là, sur une dynamique qui pourrait être moteur sur l'ensemble. Moi je pense que la montagne peut jouer un rôle véritablement. C'est pas la montagne qui va sauver le monde,
mais quand même, il peut se passer des choses positives. On peut rappeler quand même concrètement que la symbolique de la montagne a régulièrement été utilisée, mais pas pour défendre l'écologie, plutôt pour des ascensions politiques. On pense par exemple à Eric Goff, Pierre Mazot aussi en son temps, ou comment il s'appelait, Herzog aussi. Mais effectivement, il serait peut-être temps que la symbolique montagne soit utilisée pour d'autres choses et pour une politique écologique. Les fameux premiers de cordée aussi. Le premier de cordée, ça effectivement, bien sûr. Souvent par des gens qui ne connaissent pas forcément, qui en ont une idée très lointaine et en général idéale. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais passer le micro. Tu le fais? Merci. Bonjour, merci. Thierry Ledos, je suis au CREP sur la Nurnac à Valpona, en Ardèche. Du coup, donc quasiment qui est spécialisé dans les sports de nature. J'aimerais élargir un petit peu le propos et prendre un exemple de ce qui me concerne en Ardèche. Donc l'Ardèche, c'est un peu le modèle pour moi des stations de ski, mais sur l'eau, avec un peu les mêmes traverses. Pour faire court, 200 000 descentes par an de canoë, quelle que soit la ressource en eau. Et depuis 30 ans, l'Ardèche vit grâce à des lâchers d'eau qui sont issus du versant atlantique, puisqu'on va piquer de l'eau côté atlantique pour la ramener côté Méditerranée pour le tourisme. Et donc cette année, pour la première fois, le soutien d'étiage qui est assuré par les pouvoirs publics et EDF du 1er juillet au 31 août a été interrompu le 24 août, faute de ressources. Donc on est en train de vivre un peu comme la neige, la manque d'eau. Et effectivement, je vous rejoins, il n'y a aucune prise de recul des politiques, des acteurs économiques, et non, on va continuer à tirer sur la ressource jusqu'au bout pour aller plus loin. Et alors du coup, pour par contre reprendre vos propos, je pense qu'il y a peut-être une erreur d'approche dans ce temps. Alors vos propos, pourquoi vous vous focalisez autant sur la montagne? Parce que j'entends, on partage tous le rêve de la montagne. Je suis à l'origine moniteur de ski VTT, donc je viens de là. J'adhère complètement. Mais par contre, quand on parle montagne, j'ai peur qu'on s'éloigne un petit peu du pratiquant la montagne, de la grande majorité de la population. Et en gros, la montagne, excusez-moi, le gros mot, elle est conservatrice et élitiste. Aujourd'hui, quand même, dans l'imaginaire français, c'est quand même un milieu qui est très, très conservateur. Et donc, du coup, je pense qu'il faut élargir le propos, être plus sur l'outdoor. Tu parlais du bivouac. Et pendant du bivouac, aujourd'hui, moi je l'habite en Ardèche et les gamins, au bord de la rivière. Faire un bivouac, je pense qu'il vit un moment aussi beau que celui qui vit en montagne. Donc, est-ce qu'il ne faut pas aussi que dans le discours, collectivement, on sorte d'un discours trop élitiste et venir à la nature de proximité? Et l'enjeu est plus, sur mon avis, les gamins vivre en outdoor et vivre des expériences, comme je dis, et pas de la perf. Qu'on est passé d'une logique performative à une logique expérientielle qui est importante, et donc faire vivre des expériences en outdoor. Et je pense que voilà, sortir de ce clivage montagne et le reste du monde. Bon, après, la petite anecdote, avant le Pont d'Arc, tu as parlé de l'école nationale de ski. Des fois, on se sent un petit peu comme les petits poussés du milieu de la montagne, on le vit un peu mal aussi, mais voilà, je pense que au-delà de cet itinéraire personnel, je pense qu'il faudrait sortir de ce clivage montagne et le reste du monde. L'un d'entre vous, ou plusieurs d'entre vous, veulent réagir sur la je veux bien. Déjà, moi, ça me fait plaisir, petite anecdote. J'ai fait un stage de BTS agricole sur l'irrigation des abricots en Ardèche et les conflits d'usage avec l'utilisation des sports d'eau vive. Donc, ça me parle beaucoup, ce que vous dites ici. Pour répondre à la deuxième, là, ça vient d'un constat personnel. Il faut savoir que Protector Winters n'existe que depuis 2 ans en France. Et en l'occurrence, donc, moi, je vais parler de cette expérience-là. À côté, on a MV qui a 30 ans d'existence de combats qui font des choses incroyables, donc on n'est pas exactement sur la même durée, sur les mêmes échéanciers. À un niveau personnel, moi je fais de l'éducation à l'environnement depuis une quinzaine d'années maintenant. J'en ai fait au Québec, j'en ai fait en Australie, j'en fais ici aussi, donc beaucoup d'avions pour apprendre qu'il ne faut pas prendre l'avion, parce que moi pour cette contradiction-là, elle est là aussi. Et plus le temps passe, et plus j'ai l'impression que si on veut avoir un discours environnemental qui s'adresse à la société au complet, on retourne sur le travers de l'éloignement. Moi, ce que je veux dire à travers ça, c'est que quand on parle de montagne, je parle à un ou une passionnée de montagne en ayant pleinement conscience, en pariant sur le fait que son identité n'est pas restreinte à la montagne, et que cette passion qui naît de la pratique de la montagne, donc l'engagement contre le réchauffement climatique qui pourrait passer à travers cette passion-là, sera transmise de proche en proche
avec son cercle social. Donc nous, ce qu'on encourage à faire, c'est de dire aux gens, utilisez votre passion pour adresser ces questions-là, mais parlez-en partout autour de vous. Parlez-en à vos potes qui font du foot, parlez-en à vos potes qui font de la descente en Ardèche, parlez-en à tout le monde, et encouragez-les à réfléchir à cet aspect du réchauffement climatique à travers leur spectre à eux, et d'ensuite transmettre cette passion plus loin dans leur cercle social à eux, qui n'est pas limité à juste des kayakistes, qui aussi, quand on est un kayakiste, on est peut-être un rugbyman, ou rugbywoman, etc., etc. Donc, pour moi, cette idée de resserrer sur les pratiquants, les acteurs, les territoires, etc., ça me permet de peut-être pousser le curseur de la radicalité plus loin sur ce public-là, en pariant, en leur donnant mission de, eux, prendre ce qu'ils ont appris à travers nous, ce qui les a touchés à travers notre association, à travers notre discours, et d'encourager leur cercle social autour d'eux à se poser les mêmes questions dans leur propre sport, dans leur propre passion, dans leur propre profession. Donc là, c'est vraiment, moi, c'est pas forcément un avis personnel. Avec PO International, on veut travailler sur ce qu'on appelle la marge. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans le discours environnemental, depuis les 40 dernières années, le discours environnemental s'adresse aux mêmes personnes, depuis 40 ans. On est à peu près tous au courant des mêmes choses. Quand on est aux rencontres, on voit tout le temps les mêmes personnes, etc., etc. Des gens qui font le métier depuis longtemps, se connaissent depuis une vingtaine d'années, se rencontrent. Et on a un problème d'acquérir un nouveau public dans le discours environnemental. On se rend compte que le 5 à 10% de pratiquants, d'acteurs électoraux, enfin territoriaux, d'acteurs économiques qu'on peut toucher en prenant uniquement ce spectre de la montagne, c'est un 5 à 10% qui peut jouer le rôle de levier de balance. Un exemple tout concret. À Bourg-Saint-Maurice, aux dernières élections municipales, entre la première et la deuxième liste, il y avait seulement 80 voix de différence. Ça veut dire que moi, j'ai juste à toucher 85 personnes à Bourg-Saint-Maurice et à leur dire, vous là, ces 80 personnes-là, peu importe quelle était la première, peu importe quelle était la deuxième. Mais vu comment l'électorat est séparé, c'est vous qui pouvez décider vers qui on s'en va pour les 4 ou 5 ou 6 prochaines années, dépendamment des élections. Donc, les critères que vous allez utiliser pour engager vos candidats ou engager déjà les élus, arrangez-vous pour que ce soit ceux qui défendent vos intérêts aussi et jouons cette marge-là. Moi, en tant qu'association Protect Our Winters, je sais très bien que j'aurai aucune influence sur les élections municipales à Paris. Par contre, Bourg-Saint-Maurice, peut-être un peu plus. Si je suis un peu ambitieux, peut-être Grenoble, en utilisant tout le monde du milieu national. Mais si déjà j'arrive à avoir une action concrète sur le milieu de la Tarentaise et avoir été reconnu comme quelque chose qui a fait bouger les élections sur le milieu de la Tarentaise, le milieu de la Tarentaise, c'est aussi ça qui peut aller parler à la région qui peut parler à la NCCF, etc., et donc faire l'effet domino. Mais j'aimerais pouvoir parler à tout le monde, mais l'angle passion qu'on a choisi, il faut qu'on le garde un minimum précis. Ça peut être l'été, ça peut être l'hiver. Même si on s'appelle Protect Our Winters, nous on dit que l'hiver on y pense toute l'année. Rien qu'à voir les images des gens qui sont précipités sur les pentes, 3 premiers fleurons qui sont tombés, j'en fais partie. C'est de dire, je veux, si je parle à tout le monde, je perds en des radicalités. Pas en radicalité violence, radicalité n'est pas égale à violence dans mon discours, mais si je veux pouvoir faire la transition assez vite, il faut que chaque groupe qui s'intéresse à ces questions-là, dans leur propre passion, dans leur propre siècle, soit capable de pousser le curseur un petit peu plus loin. Et je rejoins un des mots que Maël a utilisé, qui est un gros mot, semblerait-il, dans la langue française et dans le débat politique français. Oui, les citoyens ont le droit d'exiger des choses de leur marque, de leurs représentants politiques, et il faut qu'on arrive à s'organiser mieux pour le faire. Et décideurs, on a le droit d'exiger toutes ces choses-là. Donc ça sera ma réponse à celle-là. Juste sur essayer de prendre un aspect. La montagne, c'est élitiste et conservateur. Élitiste, oui, enfin, quelque part. Enfin, Mais justement, et si on renversait le propos, quoi. C'est-à-dire que si on a un mode de vie, un mode de consommation qui existe en bas, un peu partout, mode de rapport à la nature, mode de rapport quelque part de domination humaine sur tout le reste, quoi. Il y a quelque chose, on prendra du recul avec l'histoire, pourquoi on a fait ça au 19e et 20e siècle, mais à mon avis, on sait bien. Bon, bref, on a ce mode-là, quoi. Si dans les milieux les plus proches de la nature, on reproduit ce mode de consommation, on reproduit ce mode de domination, c'est assez désespérant pour tout le monde.
Donc moi, je cultive pas l'exemplarité, mais quand même. Je veux dire, vous voyez, quand on est en haute montagne, on a tous vécu, pour ceux qui y sont allés, je veux dire, pour de vrai, on se sent petit, ça développe vraiment l'humilité, on se sent pas très fort, on se sent vulnérable. Du coup, ça modifie un peu quand même, pas toujours, mais ça modifie un peu quand même les rapports sociaux tels qu'ils existent en bas. J'ai l'habitude de dire que le jeu de rôle que nous avons dans la société, qui fait fonctionner la société, il ne s'agit pas de forcément tout balancer à la poubelle, hein. Mais en montagne, quand tu es dans une cordée, tu ne vas pas savoir si l'autre il est ceci ou il est cela, c'est bon, tu es avec lui, quoi. Bon, je dirais l'expérience montagne de qui nous sommes, où nous sommes, cette humilité, cette petitesse et ce rapport fort à la nature, si en montagne on n'arrive pas à valoriser ça et qu'on en fait un mode de consommation des espaces naturels, consommation machin, faire comme en bas, faire la même chose qu'en bas, je trouve que c'est non seulement assez contre-productif, mais c'est désespérant. Donc, ouais, ok, la montagne ne concerne pas tout le monde, mais ce qui s'y passe, en tout cas, nous y sommes, nous y travaillons, nous y vivons, et là-dessus, on a une marge de progression énorme pour que ce qu'on fait soit un point de repère pour plein de gens. Ils le prendront comme ils voudront, mais ça sera quand même un point de repère. Qu'est-ce qu'on fait quand on réalise qu'on est un dans la chaîne du vivant, qu'on est ce petit être humain, comment on se comporte là-dedans. Voilà. Et ça aura forcément après s'appuyer là-dessus pour que c'est des conséquences sur les modes de consommation, sur qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est important, sur le rapport, sur plein d'autres choses. Et il y a plein de recherches en ce moment, je sais pas ce que, mais qui mettent en avant tout ça, ces éléments essentiels de qu'est-ce qui est utile aujourd'hui. J'ai écouté encore sur un truc qui me parle beaucoup sur le silence et sur l'obscurité. Je crois que c'était sur France, sur Inter, je ne sais plus. Ou comment ces choses-là ont complètement disparu, l'obscurité, ça a complètement disparu de la vie de la majorité des gens. C'est quelque chose qui n'existe pas. Il y a toujours de la lumière derrière les volets dans les villes. Et faire l'expérience, y compris de cette obscurité, y compris du silence, voilà. Ces territoires de montagne ont cette richesse-là. Nous y vivons, nous y développons nos activités, nos passions et tout ça. Comment on valorise ça, ce qui n'a pas toujours été le cas à la fin du XXe siècle. On a plaqué du consommable, on a plaqué de la consommation comme en bas, et il est temps qu'on se sorte de ce modèle-là. Donc c'est quand même un enjeu montagne qui concerne les montagnards, mais pas que, quoi. Voilà, juste peut-être pour réagir, moi, je pense qu'il faut réfléchir par communauté. Et alors, la montagne, je suis pas sûr qu'elle soit fermée complètement. Et moi, je me retrouve plus dans la communauté de l'outdoor que la communauté de montagne, même si j'adore mettre des chaussons et des crampons. Mais finalement, je suis plus sur une communauté d'outdoor et plutôt que... Ce qu'il faut, à mon avis, c'est garder l'objectif, notre objectif, c'est de faire transformer un certain nombre de comportements, de politiques publiques, de machin. Donc, il n'y aura jamais un discours qui va fonctionner sur toutes les communautés. Il n'y aura jamais les mêmes outils, les mêmes leviers d'influence qui vont fonctionner sur toutes les communautés. Effectivement, il faut trouver le bon équilibre entre est-ce que c'est communauté montagne-montagne ou outdoor qui fait une communauté sens pour influencer un comportement. Ça, j'avoue que je ne sais pas. Parler du seul endroit où on vit le côté insignifiant dans la nature. Je pense que l'océan, il a quand même beaucoup de choses. La voile a quand même beaucoup de choses à attendre. Pour avoir passé des années en Ardèche et avoir découvert la spéléo au Krebs de Vallon-Pont-d'Arc, pour le coup, l'obscurité, je l'ai découvert là-bas. Je ne l'ai pas découvert avec des crampons aux pieds. Donc voilà, je pense que ce qu'il faut arriver à garder en ligne de mire, c'est l'objectif commun, c'est de transformer. Et ça se fera forcément par des communautés et accepter d'aller sur des communautés qu'on ne connaît pas. Et ça, je partage complètement. Il faut qu'on se parle. Là, au côté de WF, je suis partenaire avec le foot, avec la Ligue de football pro. Alors, on va dire, c'est vraiment pas mon sport de prédilection, mais à un moment donné, on ne s'en sortira que si on embarque l'ensemble. Et il va falloir parler aux supporters de foot, il va falloir parler aux lecteurs de challenge, il va falloir parler à
type de population et avoir cette approche par communauté. Ok, quels sont les leviers qui peuvent influencer cette communauté, avec quelque chose que tu as dit très important, Antoine, c'est qu'un individu ne fait pas partie d'une seule communauté. Il va être en vacances sous une communauté, dans son lieu de travail sous une autre, il va être une autre identité, une autre communauté, il va se retrouver sur plusieurs points. Et c'est l'ensemble qu'il faut arriver à faire avancer. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Bonjour. Bonjour. Thierry Chelsea, moi je suis moniteur SQL. Je trouvais très intéressant les remarques sur la mobilité, mais je suis arrivé un peu tard, je sais pas. Voilà, moi je voulais juste réagir, je trouve un endroit quand même assez systématique. Pour l'admis, c'est Chamonix. Quand on voit la situation des transports à Chamonix, et vous l'avez dit, l'accès quand même très très délicat depuis Lyon, c'est quand même l'enfer. En fait. On a un train, un bus, encore maintenant ça va, il y a des bus, il y a des bus, c'est assez pratique. Mais c'est vrai qu'avant en train c'était vraiment très très compliqué. Et quand on voit le nombre de voitures à Chamonix l'été, en pleine période touristique, on est assez choqué, parce que on est assez choqué quand on voit aussi le prix de l'immobilier, l'argent qu'il y a dans cette vallée. On est quand même choqué en fait qu'il n'y ait pas des solutions de transport innovantes qui soient mises en place. Pourquoi? Je pense que c'est aussi un terme de territoire, justement. Je pense que c'est chaque territoire a ses problèmes. En fait, on a du mal à avoir une cohérence en fait, politique au niveau de la région. Donc, je pense que ça doit venir de là. C'est vrai que je pense que c'est vraiment intéressant que des territoires soient un peu pilotes, en fait, dans mettre en place en fait, des transports innovants, des accès innovants. Je pense aussi à Zermatt, quand même, ce qu'a fait Zermatt. Génial, je pense en termes d'image aussi. On voit de Cervin depuis Zermatt, aucune voiture en ville. On est quand même fasciné. Ma question c'était pourquoi, si sur le territoire de Chamonix, on n'arrive pas à reproduire ça facilement. Alors, je vais me permettre de prendre la parole en premier et je vais partager votre question. Pourquoi c'est un peu difficile à envisager. Il y a des choses qui sont... moi, c'est pour blâmer... ce qu'il faut entendre dans nos discours, on est là pour blâmer personne, c'est plutôt pour élever la voix sur ces questions-là et voir comment on peut agir. Un exemple simple, Moutier. Donc Moutier, destination de rêve à l'exotisme incroyable, qui récupère en fait un peu toute la pollution de tous les gens qui montent, etc. Donc le dernier spot du monde d'en bas pollué avant qu'on accède à l'air pur. Moutier, il y a une gare incroyable qui est reliée à Albertville, qui est donc reliée à Chambéry, qui est donc reliée à Lyon, qui est donc reliée à Paris. La région, avec une certaine raison, à Moutier, est en train de travailler sur la mobilité à l'hydrogène. Donc il y a quelque chose qui se passe, ça va être très intéressant pour les professionnels, etc., mais on est en train d'essayer quelque chose de nouveau, alors que depuis les années 1850, on a le meilleur moyen de transport en termes de carbone depuis qu'il tourne à l'électricité, qui s'appelle le train. Les bus, vous avez dit les bus, les 8 bus, c'est très bien, c'est mieux qu'une voiture, mais le comparatif avec le train, c'est une solution incroyablement d'avenir, et on est en train de le liquider à l'échelle nationale. Dans l'anonymat le plus complet, quoi. Tout ce qu'on retient, c'est que les méchants cheminots, ils ont des retraites qui sont meilleures que nous, qu'ils peuvent faire la grève alors que pas le droit, etc. Donc il y a un enjeu qui dépasse simplement, je pense, la montagne et qui va vraiment, qui touche le territoire français au complet, qui est que comment ça se fait qu'une solution ultra pratique, pour lesquels une bonne partie des investissements ont déjà été faits, pour lesquels on doit encore en faire d'autres. Les rails, elles sont là, faut peut-être les entretenir, faut peut-être les dédoubler à certains endroits. Par exemple, Albertville, Moutier, au bout d'un moment, on ne pourra pas rajouter de train parce qu'il n'y a qu'une seule voie. Donc il faudra faire quelque chose, il faudra en rajouter une deuxième, etc. Mais il y a des... Moi, en fait, j'ai pas de réponse à vous apporter, mais plus encore d'autres éléments de question qui est de dire comment ça se fait qu'on pousse pas vers quelque chose qui c'est déjà devant nous. Enfin, les trains, ils sont construits, il y a tout ce qu'il faut. Et on vient nous mettre, et moi je suis très content, hein, c'est le projet ZEV Zero Emission Valley, qui est donc piloté par la région et qui va s'appliquer notamment à Moutier pour pouvoir notamment fournir des moyens de mobilité aux professionnels de la montagne, que ce soit les plombiers, les charpentiers, etc. Une option d'avoir des véhicules à basse émission carbone, notamment avec l'hydrogène. Mais pour ce qui est de tout le reste,
on a l'impression qu'il y a un choix conscient d'effacer cette solution ferroviaire. Un simple exemple, et ça a à voir avec un changement de culture ou quoi que ce soit, quand vous prenez le tram à certains arrêts, vous allez à côté de votre borne pour acheter votre ticket, la pub qui est à côté, donc la borne de ticket pour du transport en commun dans un milieu urbain, c'est un billet d'avion pour Barcelone à 25 €. Donc c'est au-delà, on arrive dans un aspect culturel, dans un aspect de question, c'est comment est-ce qu'on trouve encore ça correct, comment est-ce qu'on trouve encore ça valable. Et moi j'ai pas la réponse, on essaye de travailler pour changer de standard culturel en disant on aimerait trouver des solutions pour que les choix écologiques ne nous donnent pas la simple gratification morale. Donc comment, en tant que société, on arrive à, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à mettre une norme sociale qui fait que c'est pas juste bien de prendre le train, c'est bon pour mon portefeuille, c'est bon pour mon confort de voyage, etc. etc. Et là, en l'occurrence, on a besoin de professionnels comme vous aussi, on a besoin que les bureaux de guides puissent vendre des tripes en train inclus, etc. etc. Et ça revient à la question de la réflexion commune. Voilà. Il y a une solution pour encourager le train, c'est ce qu'on appelle le choix par défaut en fait. Souvent quand on propose une première action et qui est un peu le standard de venir en voiture, d'être sur un fonctionnement standard, et qu'en option on peut prendre le train, forcément l'effort à faire pour sortir on n'aime pas le changement, donc quand il faut faire un effort pour sortir du fonctionnement standard, c'est difficile. Par contre, et toutes les études, toutes les expérimentations ont montré que quand on inversait les choses et que ce qui était l'option par défaut qu'on imposait, qu'on proposait, c'est le transport en commun ou c'est l'énergie verte sur notre facture et tout ça, et qu'il faut faire un effort pour aller chercher l'information ou pour cocher la case de dire non, je veux venir en voiture donc je veux un parking, et bien en fait, le pouvoir transformationnel est énorme d'inverser ça. Et sur des grands événements, notamment dans les Alpes, on commence à essayer de voir, est-ce que le choix par défaut, on ne peut pas imposer que c'est le transport en commun, et que effectivement, s'il faut venir en voiture, eh ben, il faut faire des démarches supplémentaires pour avoir une place de parking, pour avoir machin, tout ça. Et ça peut être vraiment quelque chose qui peut inverser l'habitude de fonctionnement. Il nous reste 5 minutes pour clore, donc si tu... Changer d'approche, je ne sais pas si vous connaissez, je suis fan de cette opération. Alors, changer, ouais. Le mieux, c'est de renvoyer au site, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'ailleurs, c'est mieux que chez nous, en Suisse ou autre, ce qui n'est pas totalement faux sur les transports en commun. Mais en même temps, du coup, on se réfugie derrière le fait que comme c'est mieux ailleurs, nous, on ne peut pas. Ce qui est juste pas vrai. Ok, c'est mieux en Suisse, mais nous, en France, on a recensé 15 000 itinéraires pour aller grimper, faire du ski, machin, possible en transport en commun. 15 000 itinéraires accessibles en transport en commun. C'est vrai que ça rend... Voilà. Donc je partage tout ce qui se dit, je partage sur le train, donc je ne répète pas. Je dirais que sur le changement d'habitude, il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre à bras-le-corps. Je vais prendre un exemple, c'est dans mon village, dans Belledonne. Voilà, là où j'habite, c'est à Frédière, bref, c'est à 5 km au nord de Champs-Rousse, à 1100 mètres. Et c'est un lieu très prisé, voilà, parce que pour aller prendre l'air quand il fait trop chaud, c'est le premier lieu pour les réfugiés climatiques quand il fait trop chaud à Grenoble. Ils montent là-haut prendre l'air. Donc il y a du monde. Donc il y a un problème de voiture. Symptomatique de la façon dont on réfléchissait avant, au XXe siècle, et dont il faut réfléchir maintenant. On se dit, il y a trop de voitures. Il y a trop de voitures, et c'est un problème de pollution, c'est un problème de parking. Première réaction des citoyens, de quelques citoyens et des élus, il y a trop de voitures, soit on fait payer, soit on agrandit les parkings, soit on fait les deux. Bon, on discute. Enfin, et on a mené une petite enquête sur une journée où on était blindés, arrêter toutes les voitures une par une. Vous venez, qu'est-ce que vous faites, combien vous êtes. En plein été, 67% des voitures étaient à une ou deux personnes dedans. Une tonne 5, en plein été, 67% des voitures. Et nous, plutôt que de se dire, là, il n'y a pas de train, c'est pas possible, ça m'entend, d'accord ? Plutôt de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour remplir les voitures ? On dit, comment on fait pour agrandir les parkings ? Non, mais
Ça, c'est pour moi symptomatique de la réflexion qu'on avait, pas la réflexion, la façon dont on a agi au XXe siècle, et qui nous a amené des parkings parfois en montagne colossaux, qui sont pleins 3 jours par semaine, 3 jours par an. Voilà. Mais par contre, l'autre truc est possible, mais c'est vrai que c'est un changement de comportement, c'est un changement culturel. Comment, quand on est en bas, comment on fait pour... Est-ce que l'enjeu de remplir la voiture, c'est pas simplement parce qu'on est gentil avec les autostoppeurs? Est-ce que c'est un enjeu ou pas dans certains cas? Mais ça, on peut l'imposer par décret. Je crois moyen. Moi, je pense que c'est vraiment qu'il faut qu'on arrive à se mettre autour d'une table, à discuter comment on fait pour accéder là-haut, comment on conçoit les choses, et qu'on ne réagisse pas avec nos habitudes d'avant, nos trucs tout faits. Voilà. Ça, c'est des changements concrets à opérer, quoi. Alors, pour conclure, je suis désolé, on est obligé de conclure, on est déjà en retard. Donc, pour conclure en 5 minutes, si possible, on reproche souvent, en général, il arrive qu'on reproche aux militants écologistes et aux associations qui les rassemblent d'être des idéalistes, de poser les bons enjeux, de poser les bonnes questions, mais pas toujours de proposer des solutions très concrètes ou en tout cas qui seraient vraiment réalistes. On a un contre-exemple, une association par exemple comme Negawatt qui travaille sur les problématiques énergétiques a élaboré depuis des années un plan alternatif pour l'énergie française ou l'énergie mondiale qui est très concret et qui le complète chaque année. Est-ce que, prise une par une, chacune de vos associations est capable de proposer ce qu'on appellerait un nouveau plan montagne qui serait complètement différent du plan neige des années 60 à 70 ou est-ce que vous seriez capable, en vous rassemblant, de compléter un plan complet qui permettrait de dire, ben voilà, nous, contrairement à ce qu'on peut dire des écologistes et des militants environnementalistes, on a quelque chose de très concret, de très pragmatique, et qui ne dépend finalement que de la volonté des décideurs pour être mis en œuvre. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui, et si ce n'est pas capable tout de suite, quand est-ce que à quelle échelle ou à quelle échéance vous pensez être capable de produire un plan très concret qui serait finalement une aide à la décision pour les décideurs publics? Des plans, il y en a, des plans communs, ils vont arriver. C'est compliqué aussi il faut savoir, pour des associations d'arriver à travailler dans un même domaine, d'arriver à travailler ensemble quand il y a un contexte financier qui nous met tous les uns contre les autres pour aller chercher un minimum d'argent. Il faut savoir que nos associations communes tournent avec des sommes qui pourraient paraître dérisoires pour plein d'autres choses, mais c'est ce qu'on arrive à faire. Et en plus de ces sommes dérisoires-là, on nous dit d'aller faire la compétition sur les mêmes appels à projets, etc. etc. Donc il y a une coopération qui est en train d'augmenter et qui va à l'encontre du contexte qu'on nous donne et dont vous avez rappelé tout à l'heure, l'argent qui est parti des associations environnementales pour aller vers les associations de chasse qui elles-mêmes l'ont ramené dans certains cas vers des associations environnementales parce qu'elles ne se sentaient pas capables de faire le travail qu'on leur demandait, d'autres qui l'ont fait très bien aussi, on n'est pas là pour discuter de ça, mais en fait des plans, c'est plutôt la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ces gens écoutent les plans qu'on a déjà. Les plans ils sont simples, plus de voitures à partir du moment où on monte en montagne, organiser un transport ferroviaire sur ce qui est déjà avec une tarification qui soit complète, faire que le transport, le logement, l'hébergement, l'expérience fassent partie d'un même pack, etc., etc. Des plans, on en a plein. Les 15 000 itinéraires dont Freddy parlait pour le portail changé d'approche, ils existent, ils ont le mérite d'exister. Mais pour certains, et là, changement de casquette, il se trouve que conflit d'intérêt, je suis moi aussi administrateur chez Montaignou Wilderness, donc voilà, c'est la petite mafia de la montagne, bien sûr, on peut dire ça comme ça. Mais et moi, il se trouve que aucune des deux. Et désolidarisé. Et il se trouve qu'en plus, je suis particulièrement intéressé à ce travail de changer d'approche. Mais une grande partie de ces trajets-là, c'est la croix et la bannière pour pouvoir les faire. C'est pas simple, on peut pas y aller avec une famille ou 5 enfants. Ils sont possibles, ils sont faisables par des vrais passionnés. La question, elle est quand est-ce que, au bout d'un moment, c'est pas à nous de faire les efforts pour faire les bons choix. Les plans, on les a. La question, elle est, c'est quand est-ce qu'on les applique. Des réunions mobilité. J'étais à une réunion mobilité la semaine dernière. Qui n'était pas là? Il y avait les maires de stations, il y avait EDF qui était organisateur, l'Institut national de l'énergie solaire, des équipementiers, il y avait des transports par câble, etc., etc. Tout le monde était là, sauf la SNCF. Donc le problème, et moi c'est pas pour blâmer les gens qui y travaillent, c'est comment dire, ils sont le cœur du problème
et ils sont souvent absents des discussions où il y a des gens qui ont des réelles choses à proposer. Et c'est pas parce que moi, on a vraiment envie de les avoir avec nous. Donc des plans, ils sont existants. La question, c'est, moi, j'aimerais retourner la question, est-ce qu'il y a des oreilles pour nous écouter? Des oreilles, il y en a. Est-ce qu'il y a des oreilles chez les décideurs pour écouter et faire ces choses-là? Et juste, je vais me permettre, parce que ça me fait un peu mal, ça fait un peu mal à mon ego. Les fous, c'est pas les militants écologistes. Les fous, c'est ceux qui pensent qu'il faut pas les écouter. Les fous, c'est ceux qui pensent qu'une petite fille, une jeune femme qui s'appelle Greta Thunberg, serait une hystérique de vouloir lire un rapport scientifique devant des assemblées nationales à travers le monde. La folie, c'est pas du côté des écologistes qu'elle se trouve. C'était mon petit côté. Voilà, excusez-moi pour ça. Non, mais en fait, moi, je suis pas sûr de savoir ce que c'est un écologiste. En fait, clairement, je pense que la frontière entre acteurs de la montagne, du sport, sportif et écologiste, en fait, il faut augmenter la porosité. Faut même. On va tous être impactés et on est tous concernés par le sujet. Et en fait, pour moi, c'est pas l'importance de ce... Alors, à la question, le plan, il se fera que collectivement, ça j'en suis persuadé, ça sera jamais un seul acteur, mais par contre, le sujet, il n'est pas porté par l'écologiste. Souvent, on me renvoie, on me pose la question, mais le VVF, vous nous demandez d'eux. Non, c'est pas nous qui demandons. C'est pas notre intérêt de faire ça. C'est l'intérêt, mais pour le coup, spécifiquement, des acteurs de la montagne, des acteurs du sport, il y a cette frontière-là, à mon avis, qui n'a plus lieu d'être. Et je ne sais, moi, un écologiste, si la définition c'est celui qui s'intéresse à la question environnementale pour sa propre survie, ben, pour moi, ça doit être exactement les 7 milliards de personnes sur la Terre. Quoi. Juste en un mot, parce que là-dessus, pour moi, c'est essentiel. Pas tant le programme, c'est essentiel, c'est comment on fait, quoi. Et nous, on est vraiment, on veut se mettre dans la démarche. Moi, plus ça va, plus on y réfléchit, plus on pense que c'est sans doute un des leviers qui pourrait marcher. C'est de se dire, là où il peut naître une dynamique, c'est là où les gens ont à travailler, à partager ou à vivre ensemble. C'est-à-dire ce que j'appelle les territoires. Une vallée, un massif, quelque chose où là, pour le moment, ce que je disais tout à l'heure, on travaille sur le même territoire, mais on est en solo, silo, comme on veut, on est chacun à côté des autres, on se côtoie, on se connaît, mais on ne travaille pas ensemble. Et on réfléchit ensemble. Moi, j'ai parti l'autre jour, c'était la semaine dernière, j'ai été invité à Autran. Autran, ils sont 1500 habitants, mais Aude, il doit être 1500 aussi, ça va faire 3000. Ils avaient fait une soirée de travail, où ils ont appelé tout le monde, tous ceux qui voulaient, quoi. Il y en a 150 personnes, c'est beaucoup dans un village, hein, qui ont travaillé toute la soirée. Mais travailler, pas pour écouter quelqu'un qui leur faisait un discours. Travailler, thème par thème, qu'est-ce qu'on peut faire, machin, et tout ça. Ils sont engagés dans un vrai 150 dans un petit village. À la sortie, le maire Thierry Gameau me dit Freddy, le vent se lève. C'est-à-dire qu'il sentait une dynamique, quelque chose, une préoccupation, tout le monde sent qu'il y a quelque chose à faire. Et quand tu crées les conditions, il peut y avoir cette dynamique. Donc nous, clairement, à UV, on est dans l'état d'esprit de se dire faisons tout ce qui est possible dans les territoires, dans les vallées, là où les gens vivent, pour qu'on se retrouve et on arrive à se dire comment on fait, qu'est-ce qu'on peut faire autrement sur la mobilité, la forêt, machin, tout ça, prendre en compte l'ensemble. Est-ce qu'il faut faire dans le toujours plus ou est-ce qu'on fait différemment? On a discuté, est-ce qu'il faut faire la plus grande tyrolienne? À Méautre, ils veulent faire la plus grande tyrolienne à 600 000 balles, je sais pas quoi. Mais pourquoi toujours la plus grande? Putain, on peut pas faire, c'est bon quoi. Je veux dire, ça c'est faire quelque chose qui a du sens quoi. Donc travailler là-dessus, mais avec tout le monde. Mais si on ne travaille que par territoire, ça ne suffira pas, ça sera morcelé. Et clairement, on pense c'est en train de mûrir et on pense qu'on est dans une situation où on a appelé ça pour le moment les états généraux. L'idée, c'est qu'on a soumis ça au service de l'État, le commissariat de massif, on va le soumettre à l'ensemble des organisations, de se dire comment, et pas simplement des organisations, à tous les territoires, à tous les projets alternatifs qui existent un peu partout. Ce que je disais tout à l'heure sur
les 56% du chiffre d'affaires du tourisme qui sont en dehors des stations, c'est souvent plein de micro-trucs, mais des micro-trucs qui sont souvent un peu en marge de la société, mais qui font quand même 56% du chiffre d'affaires. Donc c'est aussi une force économique. Donc à tous ces projets alternatifs, à ces territoires, à ces organisations, de se dire, est-ce qu'il ne faut pas maintenant qu'on arrive à croiser plus les choses? L'idée des états généraux de la transition des territoires de montagne, qu'on a proposé au service de l'État, qui ont été retenus pour la fin de l'année 2020, c'est quelque chose qui s'appuie sur ce qui va émerger, donner de la lisibilité, de façon à ce qu'on puisse croiser et en faire une vraie dynamique collective, quoi. Donc, ce n'est pas un programme, mais c'est une démarche, parce que les programmes qui arrivent d'en haut, c'est pas que je suis contre, c'est que j'ai du mal à l'expérience. J'ai vu passer à 50 millions des programmes. Là, par contre, comment on l'enracine, là, je crois qu'il faut passer une étape. Oui, il se passe plein de choses, mais comment maintenant on en fait une dynamique partagée, voilà, collective. Bon, merci pour cette réunion. Je suis désolé, on est obligé d'arrêter, mais c'est un sujet inépuisable. Là, pour quelques décennies, si on est encore là dans les... Merci. Merci.